Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Qu'ont les pionniers à nous apprendre sur les révolutions en cours? Nous le verrons bien dans cette édition de Smart Tech puisque j'en reçois deux aujourd'hui. Tout d'abord, un des premiers investisseurs, entrepreneurs dans la blockchain en France. Je l'interrogerai en particulier sur ce qu'il pense de ce Web3 en construction. Quelle est la véritable valeur de ce futur web? Et ensuite, je recevrai Patrick Robin qui s'est converti de défricheur à accompagnateur de start-up. Il viendra d'ailleurs avec l'une d'entre elles qui l'a aidé à lever des fonds, une start-up qui permet de venir en soutien des médecins. Mais le sujet général sera celui du financement, le nerf de la guerre pour les start-up. Et puis on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web, avec un clin d'œil là aussi sur les NFT. On entendra nos intervenants à ce sujet, bien entendu. Mais tout de suite, donc entretien avec Frédéric Montagnon d'Ariane dans Smart Tech. Bonjour à tous, donc grand entretien aujourd'hui avec Frédéric Montagnon. Merci beaucoup d'être avec nous Frédéric. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président d'Ariane, c'est une plateforme de certification qui utilise la blockchain. Vous êtes un des pionniers finalement de la blockchain en France, parce qu'Ariane date de 2018. Aujourd'hui, peut-être que vous diriez que vous êtes un pionnier du Web3, je ne sais pas. Est-ce que ce mot vous convient? Est-ce qu'il faut y voir simplement un habillage de ce qu'on faisait avant avec la blockchain ou bien au-delà? Qu'est-ce que c'est le Web3 selon vous? Déjà, c'est bien de donner des mots et finalement de mettre des mots sur des concepts. Pendant longtemps, on a parlé de crypto-monnaie, de blockchain. C'est des choses qui sont assez théoriques et qui sont assez abstraites. Surtout, c'était très limité dans un premier temps à un univers très financier autour des monnaies, qui sont des concepts qui sont très compliqués. Oui. Et donc là, on voit arriver ce terme qui désigne finalement l'ensemble des initiatives et tout un mouvement qui consiste à vouloir décentraliser des parties de l'Internet qui ont été centralisées avec le temps. Au départ, Internet... Avec le temps, parce que j'allais dire, Internet, c'est un réseau décentralisé par essence. Exactement. Au départ, Internet s'est pensé pour être complètement ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter au réseau, peut contribuer au réseau en apportant des services, des contenus. Mais le fait est que, dans le temps, des plateformes se sont constituées pour régler un problème qui est assez simple, finalement, c'est le coût de l'infrastructure. Oui. Quand on veut mettre à disposition du contenu ou des services, il faut payer des machines, il faut payer de l'électricité, de la bande passante. Donc voilà, tout ça, c'est relativement coûteux. Et des plateformes, on les connaît bien, Google, Facebook, Amazon, se sont spécialisées dans un modèle dans lequel, en échange d'offrir cette infrastructure, on vient monétiser... Gratuitement, en fait, pour l'utilisateur, en tout cas. Exactement. Donc, quelque part, ça a énormément favorisé le développement d'Internet. Il ne faut pas jeter la pierre. Si aujourd'hui, on a des milliards de personnes qui sont connectées à Internet, c'est aussi grâce à ces plateformes qui ont réussi à créer un équilibre dans lequel on n'a pas demandé aux utilisateurs... C'est aussi quand même grâce, vous parliez d'infrastructure, c'est quand même aussi grâce au réseau, aux opérateurs télécoms. Absolument. Alors ça, que tout le monde paye son accès à Internet, je pense que c'est vu. Mais la réalité, c'est que ce qu'il y a derrière la bande passante finalement qu'on paye, il y a l'infrastructure qui est déployée extrêmement coûteuse. Le problème de ce modèle-là, c'est qu'au bout d'un moment, on a tellement d'utilisateurs... Ça pose des problèmes d'ailleurs entre les opérateurs d'infrastructures et les grandes plateformes, ça pose des problèmes aussi économiques. Absolument, c'est toute la chaîne de valeur, chacun essaie de récupérer et de capter un maximum de valeur. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce web décentralisé, il est devenu hyper centralisé parce qu'on navigue au sein d'écosystèmes fermés. Alors fermés, ils ne sont pas vraiment fermés, mais enfin en tout cas on reste largement à l'intérieur. Bien verrouillés quand même. Mais c'est un choix volontaire des internautes. Pourquoi est-ce qu'on y renoncerait ? Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique finalement d'aller là où ça se passe. C'est-à-dire qu'un réseau social, évidemment, on va naturellement là où on a ses amis, là où on a déjà des connexions. Mais ça, c'est historique. Et pourquoi on renoncerait à cette facilité ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit justement les utilisateurs qui provoquent ce mouvement. Parce que c'est compliqué de se dire, on l'a bien vu d'ailleurs, il y a beaucoup de scandales sur Facebook, il y a beaucoup de scandales autour de toutes ces plateformes. Et pour autant, les utilisateurs, déjà, ont du mal à comprendre ce que ça veut dire. Derrière un scandale, qu'est-ce que ça veut dire finalement, sa donnée personnelle? Je pense que tout le monde se dit plus ou moins, j'ai rien à cacher, donc finalement, bon, ça ne me dérange pas.
La réalité, c'est que l'utilisation des données, l'utilisation de ce qu'on laisse sur ces plateformes et de cette surveillance de l'ensemble des données qui sont collectées par les plateformes, on a du mal à en voir les conséquences. Et quand on dérive, comme on l'a vu, vers de l'influence, il y a énormément de manipulation de l'information dans des visées politiques. Lorsqu'on parle aussi de santé. Aux États-Unis, il y a beaucoup de scandales autour de l'utilisation simplement des consultations que les gens font sur l'Internet, dans l'idée d'évaluer si une personne est à risque ou pas, d'un point de vue médical, et puis d'ajuster finalement sa prime d'assurance. Bon, il y a ces utilisations, l'utilisation de la donnée finalement. Donc vous pensez que ces prises de conscience autour de la responsabilité de ces plateformes sur les transformations de la société avec ces dérives, vous pensez que ça peut permettre une prise de conscience et orienter vers une nouvelle solution technologique? Alors c'est ce qui se passe. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde en prend conscience et que tout le monde est moteur et va accompagner ce mouvement. Mais en tout cas, il y a tout un écosystème qui s'est créé, qui s'est cristallisé autour de l'idée de modifier la manière dont les couches assez profondes de l'Internet fonctionnent. Ça, c'est le Web 3. Et ça, c'est porté, donc c'est ce que vous nommez le Web 3, donc c'est ce que vous pensez être, j'imagine, la véritable valeur de ce Web 3, donc de redécentraliser finalement nos échanges sur Internet, et c'est porté par des technologies, en l'occurrence, il n'y a pas que la blockchain, mais je vous dis ça parce qu'on a connu le peer-to-peer aussi. Il y a eu des projets de crypto-monnaie aussi qui ont achoppé, je pense à Libra de Facebook. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une techno peut l'emporter finalement sur des puissances numériques installées? En fait, il y a un ensemble de briques qu'il faut constituer. Parce que le peer-to-peer sur les échanges, ça a finalement été un peu tué, je dirais, par les majors qui protégeaient leur business. Alors, on a trouvé d'autres solutions. Libra, c'est le système financier monétaire mondial qui s'est fortement inquiété de l'arrivée de cette crypto-monnaie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire que la blockchain est un avenir, ou ce Web3 est un avenir? Alors déjà, les deux exemples dont on parle là, c'est des exemples qui sont un peu particuliers, parce que le peer-to-peer, ça avait quand même pour vocation de donner de l'accès à du contenu qui était sous copyright. C'était pas sa vocation, ça a servi à ça aussi. Ça a servi à ça, je suis d'accord, mais globalement, c'était quand même des plateformes d'hébergement de contenu. Et aujourd'hui, le peer-to-peer fonctionne sur certaines applications, sans forcément qu'on le sache, pour héberger des contenus. Mais ça effectivement, le gros du développement, et la raison pour laquelle ça a été démantelé en grande partie, c'est parce que ça touchait à des contenus qui avaient du copyright. Sur la partie monétaire, c'est encore un autre sujet. Franchement, la problématique de la souveraineté monétaire, des États, c'est vraiment un sujet compliqué. Donc ça, je les mettrai un petit peu de côté. Maintenant, ce qui nous intéresse là, c'est la donnée personnelle. Une question de souveraineté. Mais la blockchain, ça pose aussi des questions, parce que la blockchain, ça peut être utilisé aussi pour le cybercrime, par exemple. Alors, on peut toujours essayer de regarder d'abord les problèmes avant de regarder les solutions. Déjà, sur le plan des solutions, en fait, ces technologies, elles permettent de se réapproprier sa donnée. Aujourd'hui, un système d'information tel qu'il existe dans un monde, Web 2.0, c'est une base de données qui est administrée par une entreprise, un Facebook, un Google, etc., dans laquelle on va mettre tout un tas d'informations qui servent à produire un service. Le problème de ça, c'est qu'on concentre énormément d'informations personnelles qui, derrière, peuvent être manipulées. L'architecture du Web3, elle est complètement inversée. C'est-à-dire que chacun garde ses données chez lui. Il les stocke, alors sur son téléphone mobile, sur son ordinateur, peu importe. Mais elles ne sont pas sur une plateforme. Et surtout, elles ne sont pas chez le fournisseur de services. Et donc, au lieu d'être dépendant finalement d'un acteur qui va décider des règles du jeu, parce qu'au final, c'est ce qui se passe, eh bien, chacun conserve ses informations. Lorsqu'il y a une transaction, lorsqu'on utilise un service, on va venir se connecter avec ce qu'on appelle un wallet, qui stocke toutes ces informations. Et c'est à chacun de choisir ce qu'il expose ou ce qu'il n'expose pas dans l'utilisation d'un service. Là où c'est très important, c'est que ça ne donne plus le levier à une plateforme pour pouvoir faire ce qu'elle souhaite sans forcément avertir ses utilisateurs. Et c'est ça, en fait, le gros changement. Après, on peut l'utiliser pour plein de choses, il peut y avoir des dérives. Mais fondamentalement, l'intérêt, c'est de changer l'architecture, de remettre dans la main des entreprises et des utilisateurs que nous sommes, individus, nos informations. Donc un modèle respectueux des données personnelles. C'est la question de la pérennité que je vous posais, plus sur le long terme. Si je pousse un petit peu plus loin justement sur cette question de la pérennité, dans quelles conditions ça peut prospérer et vraiment modifier la manière dont se font les échanges sur Internet, il y a les vraies et les fausses blockchains aussi.
Des blockchains plus ou moins décentralisées finalement. Oui, c'est un curseur la décentralisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la décentralisation? C'est combien d'acteurs sont impliqués dans l'opération d'un système. Et là, le curseur, il peut être déplacé de manière plus ou moins importante, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de se mettre, d'opérer une blockchain entre plusieurs entreprises parce qu'on doit réaliser des échanges, on ne veut pas dépendre d'un système externe, mais peut-être qu'à 10, on s'en débrouille très bien. Ou alors est-ce qu'on veut repenser un système monétaire, vous citiez tout à l'heure Libra, Bitcoin s'en est un, oui. Auquel cas c'est un peu plus compliqué parce que là on va s'opposer potentiellement à des États, on va s'opposer potentiellement à tout un tas d'institutions, et donc pour vraiment le décentraliser, là il va falloir pousser le curseur beaucoup plus loin. Donc ça dépend des applications, et il n'y a pas de vraie blockchain, de fausse blockchain. En fait, il y a des applications qui nécessitent plus ou moins de décentralisation que d'autres. En réalité, à partir du moment où on est sur une blockchain fermée, il y a un système de gouvernance aussi resserré. On revient dans un modèle d'écosystème et de plateforme. Oui, mais c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, si on est 5 entreprises concurrentes et qu'on a besoin quand même de réaliser des échanges entre nous pour plein de raisons, ouais. Et ben, il suffit d'être à 5 et de répartir les pouvoirs de manière à ce qu'aucune de ces entreprises ne puisse prendre la main sur l'ensemble du système pour qu'il soit décentralisé. Donc ça dépend vraiment des applications, ça dépend de ce qu'on en attend. Et effectivement, suivant ce qu'on a à faire, on va avoir quelque chose qui sera très décentralisé, beaucoup d'acteurs, complètement ouverts, ou au contraire des blockchains qui sont opérés par un petit nombre d'acteurs. Mais c'est vraiment... il faut mettre en regard finalement du besoin la bonne architecture. Partir de l'usage, bon, ben ça oui, ça c'est déjà une bonne clé. Il y a aussi la question de la sécurité. On nous vend la blockchain comme étant redoutablement bien protégée. Pourtant, on voit des cyberattaques, on voit des vols de crypto-monnaies, on voit des vols de wallets. On en est où à ce sujet ? Alors d'abord, les blockchains, le mécanisme fondamental qui est basé sur des mathématiques, il est démontré. Aujourd'hui, Bitcoin doit avoir 13 ans, je crois. Il n'y a pas eu de problème à l'intérieur même du système Bitcoin, par exemple. Ça, c'est une bonne preuve de fonctionnement, parce qu'on parle quand même de centaines de milliards d'euros ou de dollars. Ça, c'est validé. Le problème, il se pose aux interfaces. C'est-à-dire que pour pouvoir interagir avec ces systèmes, pour pouvoir interagir, envoyer, recevoir ce qu'on appelle des actifs numériques, là, pour le coup, il y a forcément un moment, il y a une interface qui peut être humaine, ou qui peut être plus ou moins centralisée. Tous les scandales ou tous les hacks ou tous les vols dont on entend parler, c'est toujours à cet endroit-là. Et donc là, malheureusement, le phishing, enfin, on connaît toutes les opérations qui permettent de détourner finalement le fonctionnement d'un système. Mais là, elles se font à cet endroit. Et on ne peut pas y échapper à cette nécessité justement de passer par des intermédiaires ? À partir du moment où on est des humains et qu'on doit interagir avec le système, il y a forcément des erreurs humaines qui peuvent être mises en jeu. Bon, là c'est pareil, il faut bien voir que suivant les types d'applications, on va avoir besoin de sécuriser plus ou moins. Si c'est votre patrimoine qui est en jeu, il vaut mieux utiliser un système extrêmement raffiné dans lequel on va peut-être inclure ce qu'on appelle un conservateur, donc ça peut être une banque. Si c'est des données personnelles qui concernent une relation client, nous c'est ce qu'on fait chez Ariani, évidemment le niveau de sécurité qui est attendu n'est pas le même. Alors, justement, on va préciser ce que vous faites chez Ariani. Ariani, c'est en fait la possibilité d'adjoindre à un produit un titre de propriété. Oui. C'est ça, et un titre de propriété qui va être donc validé sur la blockchain. Absolument. Aujourd'hui, vos clients sont principalement des marques de luxe. On a commencé par là, mais ouais, pas que. Ouais. Pas que. Justement, quel secteur ça intéresse ? Alors déjà, nous, on a voulu accompagner ce mouvement qui est celui du Web3. Et ce qu'on a choisi comme intérêt, c'est la relation entre une marque et ses clients. Et pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'on a voulu avoir un maximum d'impact finalement dans cette mutation de l'Internet. Et finalement, le modèle économique de l'Internet, c'est celui-là. C'est-à-dire que les plateformes, les GAFA, les grosses plateformes technologiques, elles n'ont pour vocation qu'à servir des marques qui veulent faire du commerce, qui veulent se rapprocher de leurs clients, qui veulent manager finalement une relation avec leurs clients. Si on retire ça, le gros du modèle Internet, il est à l'intérieur de cette relation. Donc nous, on a voulu voir comment est-ce qu'on pouvait créer de la technologie pour que les marques se l'approprient, la distribuent dans les mains de leurs clients et accompagnent ce mouvement de transition. Donc c'est cette relation-là qu'on veut modifier. D'accord. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on permet à des marques, alors dans un premier temps des marques de luxe,
des marques de mode, et puis de plus en plus on va vers des choses qui sont de plus en plus grand public, on permet à ces marques de créer ce qu'on appelle une identité numérique pour un objet ou qui représente, alors ça peut être un club de loyauté, ça peut être une carte de membre. Finalement, tout ce qui a besoin à un moment donné d'être matérialisé ou dématérialisé avec son client, on le représente par un actif numérique qui est un NFT. Donc, si on est très très concret, je vous vends une montre, je suis une marque, je vais vous donner la montre physique, et avec ça, je vais vous donner l'identité numérique de cette montre sous forme d'un NFT que vous allez conserver sur votre téléphone mobile et qui va être finalement la porte d'entrée de notre relation. La garantie, la preuve d'authenticité, pourquoi pas une assurance en un clic, tous les services qui vont entourer finalement cette montre, y compris la preuve d'avoir fait à un moment donné une révision, une maintenance, le carnet d'entretien, tout ça, ça va être logé à l'intérieur de ce NFT et ça va donner vie à cet objet qui n'a pas vocation à être connecté à Internet sur le réseau. Donc de la même façon qu'on a... Donc ça redonne, ça recrée une relation plus directe entre la marque et son client, mais il n'obtient pas de données sur ce client. Il n'a pas d'informations qui lui permet d'en connaître davantage le profil. Voilà, les deux intérêts, c'est pas intermédiaire, il n'y a pas de plateforme au milieu. Ouais. La marque a vraiment un accès direct, durable, autour de normes qui sont des standards open source. Bon, il n'y a pas de sujet. Et effectivement, il n'y a pas de données clients. On peut toujours demander au client son adresse ou autre, mais on n'en a pas besoin. Et c'est ça toute la différence, parce que dans cette relation qu'on a avec son client final, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir besoin de connaître plus d'informations pour mieux le servir, mais à la base, pour gérer juste la garantie de cette montre, ça peut être une voiture, enfin peu importe, on l'applique à ce qu'on veut, un four micro-ondes, mais pour gérer la problématique de cette garantie, j'ai pas besoin de connaître ni l'adresse, ni l'identité de la personne. Et c'est tout le principe en fait de ce système, c'est de dire pourquoi avoir besoin de collecter de l'information pour essayer de déterminer un profil, pour derrière l'utiliser dans des fins de marketing, alors qu'en réalité, la seule chose qui intéresse la marque, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne-là possède. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Mais c'est complémentaire. C'est-à-dire ça ne tue pas l'autre modèle. Alors ça ne tue pas l'autre modèle dans le sens où il y a aussi la découverte, c'est-à-dire comment est-ce que je recrute des nouveaux clients, comment je crée mon image de marque, ça oui. Mais ça, sur ces sujets-là, finalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'informations personnelles non plus. C'est des catégories. On n'a pas besoin de connaître l'adresse, le numéro de téléphone, les antécédents, les positions GPS des gens. Et c'est ça finalement qui est important. C'est encore une fois... Revenir à finalement plus de mesures sur les données que l'on collecte. Et puis plus de précision aussi, parce que aujourd'hui, une marque qui vend un objet, éventuellement, alors si elle arrive à connaître déjà la personne qui l'a acheté, c'est pas mal. Mais la personne qui l'a acheté, c'est pas forcément la personne qui possède l'objet et qui l'utilise 3 ans plus tard. Exact. Donc on voit l'intérêt pour les marques, parce que pour elles, c'est un nouveau mode de relation avec leurs clients basé sur la confiance. En quoi est-ce que ça peut aussi nous aider? Parce que je vois bien que pour l'industrie du luxe, on n'est pas mauvais en France dans ce domaine. Donc peut-être qu'on pourrait même être pionnier et prendre des parts significatives dans ce Web3 du côté de l'industrie du luxe français. Mais est-ce que ça peut aider, au-delà du luxe, les autres entreprises françaises à se démarquer, devenir de nouvelles formes de puissance numérique dans le Web3 ? Est-ce que c'est une seconde chance pour notre souveraineté ? Alors complètement. Enfin, moi, si on part sur le sujet de la souveraineté, il y a plusieurs façons d'envisager la résolution de notre dépendance à des plateformes technologiques. Soit on se dit que la régulation va finalement organiser le marché. Honnêtement, quand on voit le résultat aujourd'hui, c'est très peu probable. C'est-à-dire que même si des réglementations comme RGPD limitent le champ d'action, en réalité, ça a profité plutôt aux big tech qu'aux plus petites entreprises. Qui ensuite se mettent en conformité plus rapidement. Et la dépendance, je dirais même que la dépendance... Enfin là, il y a tout un volet de régulation qui arrive, justement, qui adresse spécifiquement cette problématique des big tech. Oui, mais en réalité, les plateformes les plus grosses, elles auront toujours l'avantage d'avoir des utilisateurs et de donner cet accès aux utilisateurs pour des marques. Donc là, on n'en sort pas. Enfin, on peut pousser le curseur autant qu'on veut. Le temps d'application risque d'être long, oui. La deuxième manière de voir les choses, c'est de dire, en fait, il faut repenser la manière dont les fondamentaux et vraiment les couches très basses fonctionnent. À savoir, plutôt que d'avoir à me reposer systématiquement sur des systèmes qui sont privés, comment est-ce qu'on fait pour transformer ces briques-là en des biens communs ? Et c'est tout le sujet, en fait, de tous ces projets de blockchain, c'est que ce sont des biens communs, au final, dans le sens où on les partage. Et encore une fois, la gouvernance de ces systèmes
n'est pas dans les mains d'une poignée de personnes, mais on met cette gouvernance dans la main des utilisateurs. Et les utilisateurs sont soit les entreprises, soit des individus comme nous. Donc c'est ça, hein, l'enjeu, c'est comment arriver à créer les bons cas d'usage et les bonnes capacités d'action pour les entreprises, pour petit à petit créer cette transition, enfin accompagner cette transition vers un Internet plus décentralisé. Bon, on n'a plus beaucoup de temps et je voulais quand même qu'on fasse l'interview express ensemble, Frédéric Montagnon. Donc je vous lance sur un mot très rapidement. Vous me dites spontanément ce que vous en pensez. Je voulais vous poser votre première question sur vos rêves. Alors moi, clairement, mon rêve, c'est... je suis passionné par tout ce dont on vient de parler, mais ce serait qu'il y ait une prise de conscience suffisamment forte pour que les entreprises prennent ça non seulement comme un enjeu business, parce que ça l'est. Le Web 3 ? Oui, enfin, encore une fois, c'est ces enjeux de souveraineté, c'est-à-dire l'appropriation de ces technologies, mais en plus de ça, on fasse un véritable argument. Finalement, ça fait partie, j'espère, du monde dans lequel on rentre, d'être aussi un monde dans lequel, dans son choix de produits, de marques, de modes de consommation, on accompagne aussi des valeurs. Et il y a plein de valeurs à défendre, en effet, mais la notion de souveraineté numérique dans un monde où on passe notre temps sur des écrans à interagir au travers d'interfaces et au travers de technologies, c'est important de savoir que ces technologies ne sont pas manipulées. Alors, Frédéric Montagnon, normalement, c'est une interview express, il faut répondre très rapidement. Donc, j'ai pu vous poser qu'une seule question, je vais quand même vous en poser une deuxième, mais très vite. Comment vous voyez les choses évoluer là dans 5 ans, justement, sur le Web 3 ? Je pense qu'on en prend vraiment le chemin. C'est-à-dire qu'il y a une désaffection des grosses plateformes. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup d'alternatives encore. Mais on le voit, dès qu'une alternative arrive, les utilisateurs font l'effort. Donc vous êtes confiant. Donc je suis très confiant. Merci beaucoup. C'était l'entretien avec Frédéric Montagnon, président, cofondateur d'Ariani et membre de France Digital, dont on fête les 10 ans. On est partenaire dans Smartech. Et d'ailleurs, on va recevoir un autre défricheur membre de France Digital tout de suite. Il s'agit de Patrick Robin. Vous voilà de retour sur le plateau de Smartech. Vous regardez cette quotidienne qui vous parle du monde de l'innovation, de la société numérique et des startups, bien évidemment. Et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de 2 pionniers de l'Internet. Frédéric Montagnon, cofondateur, président d'Ariani, membre de France Digital, et rejoint désormais par Patrick Robin, autre pionnier donc, de l'Internet français, qui accompagne maintenant des entrepreneurs de la tech dans leurs opérations de levée de fonds. Et vous êtes d'ailleurs venu avec Benjamin Grelier à vos côtés, directeur général de Pozos, que vous avez aidé à réaliser sa levée de fonds de 10 millions d'euros. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Patrick Robin, je voulais qu'on démarre ensemble pour savoir ce que vous pouviez nous donner comme indicateur sur le financement des startups. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et en ce moment, il semble que la conjoncture soit un peu tendue. Absolument. Bonjour d'abord. Effectivement, je peux apprendre à votre audience effectivement qu'aux États-Unis, ça a un petit peu chahuté ces derniers trimestres, avec une forte chute du Nasdaq, une forte chute des crypto-monnaies, et puis depuis 2 trimestres à peu près, une chute d'à peu près 50% des investissements en private equity des VC américains. Alors, si on regarde la France et si on regarde paradoxalement le premier semestre, on s'est plutôt très très bien tenu, puisqu'on a fait le meilleur semestre de toute l'histoire de la French Tech en termes d'investissement, puisqu'on a annoncé à peu près un peu plus de 9 milliards d'investissements dans les startups. Donc on se dit génial, l'Europe, la France résiste super bien, etc. Alors il faut relativiser. Ouais. Évidemment, d'abord parce qu'on sait très bien que les ondes de choc qui viennent des États-Unis mettent toujours un petit peu de temps à traverser l'Atlantique, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de deals dans le premier semestre qui viennent aussi de Q4 2021, qui sont souvent annoncés avec un peu de retard et qui sont annoncés donc sur Q1 2022. Et on a un niveau de dépendance important en France des investisseurs outre-Atlantique ? Alors, on va en parler. Si on prend les investissements depuis quelques quarters, les investisseurs étrangers représentent un peu plus de 30% des investissements dans les startups françaises. Donc, ce qui est formidable. Hein, je rappelle qu'il y a 6 ou 7 ans, c'était proche de zéro. Ouais. Donc, on a fait du chemin. Et donc, pour revenir à la situation actuelle, tout ne va pas si bien que ça, malheureusement. Il faut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est que malheureusement, et je vais vous annoncer les chiffres, en fait, un peu en avant-première pour vous, de l'étude qu'on sort régulièrement chez Avolta, donc là, sur le Q3 2022.
Et Q3 2022, malheureusement, l'onde de choc est arrivée puisque on est à peu près à 1,8 milliard d'investissement, ce qui en fait un très très mauvais trimestre. Et ça représente à peu près 120 investissements, 120 opérations, ce qui est le plus mauvais trimestre depuis 2018. Pour donner un ordre de grandeur, le même trimestre l'année précédente, c'était à peu près 240, donc très important. Donc il y a effectivement une grosse chute. Une grosse chute, et quel impact ça peut avoir? Quel est le niveau de dépendance des startups à ces financements? Alors, il est important, évidemment. C'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, lever des fonds? Oui, c'est très difficile de lever des fonds, et ça va le devenir un petit peu plus parce que les VC vont devenir encore plus exigeants qu'ils ne l'étaient. C'est-à-dire qu'avant, il fallait cocher à peu près toutes les cases. On pouvait admettre qu'il y ait une ou deux cases un petit peu bancales et puis que effectivement les choses s'arrangent une fois que la levée de fonds serait faite. Aujourd'hui, il faut que toutes les cases soient cochées vraiment pour que les VC investissent. Mais juste pour revenir sur le Q3, la bonne nouvelle, pour regarder un petit peu les choses de façon positive, c'est que si on regarde de façon un petit peu plus en détail, un peu plus granulaire, on voit que le seed, les séries A et les séries B ont très bien résisté sur le Q3, et que cette très forte baisse du Q3 à 1,8 milliard vient essentiellement de l'absence totale de la lettre D. Je ne veux pas faire de Georges Perec, mais on a effectivement la lettre D qui a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune opération de série D qui a été faite en Q3, et très très peu de série C. Donc si série A, série B ont bien résisté. Est-ce que c'est aussi du fait qu'on manque de fonds d'investissement majeurs, importants au niveau européen? Alors ça s'est arrangé quand même, ça s'est vraiment arrangé, toute la partie growth qu'on priait pour qu'il y ait des fonds de growth il y a quelques années, quand j'étais encore vice-président de France Digital, c'était vraiment un de nos chevals de bataille, c'est effectivement qu'il y ait des fonds de growth. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre, il y a quand même de plus en plus de très gros fonds. On entend chaque semaine l'annonce de fonds de plus en plus importants. Donc là-dessus, il y a des sujets. Non, simplement, c'est que plus on se rapproche de la bourse, plus on se rapproche des IPO, et plus les investisseurs sont frileux. Ouais. Donc ils préfèrent pour l'instant investir plutôt en s'éloignant de la bourse. Malheureusement, j'ai peur que ça ne dure pas, et que pour l'instant, ce soit juste l'arbre qui cache la forêt, et que si je revenais vous voir dans quelques mois, je ne suis pas sûr qu'on aura les mêmes bonnes nouvelles sur les séries A et les séries B. Alors, Patrick Robin, vous avez cofondé Avolta, donc c'est une banque d'affaires qui accompagne comme ça les startups dans leur levée de fonds ou dans leur projet de fusion-acquisition. À quel moment, justement, c'est pertinent d'aller voir une banque d'affaires? Alors, c'est très intéressant comme question. Dès la série A, pour nous, c'est important d'aller voir une banque d'affaires pour être accompagné. Parce qu'une série A, ça prépare la suite. Ça prépare la série B, ça prépare toute l'equity story de l'entreprise. Et c'est très important de bien structurer sa série A. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que parfois, les investisseurs conseillent aux entrepreneurs de se passer de banque d'affaires, parce qu'ils savent très bien qu'avec une banque d'affaires, ils vont être un peu plus en concurrence, et que la négociation risque d'être un peu plus tendue. Ils nous accusent parfois de faire monter les valos, c'est pas vrai. C'est pas nous qui faisons monter les valos, c'est souvent la concurrence entre les VC, et beaucoup ces 2 dernières années avec les VC étrangers, qui ont beaucoup fait monter les valos face aux investisseurs français. Donc, j'ai envie de dire, je prêche pour ma paroisse. Il faut, dès la série A, il faut savoir... Est-ce que les objectifs de la banque d'affaires sont toujours les mêmes que ceux des équipes dirigeantes des startups? Moi, je dis toujours à mes clients qu'on va essayer de faire en sorte que nos intérêts soient le plus alignés possible. Ce n'est jamais possible que ça le soit à 100%. Ouais. Donc, on fait le maximum pour être le plus aligné possible. Et ça, dans les contrats, on essaye de faire en sorte qu'on se rapproche le plus possible de l'alignement total. Mais 100%, c'est jamais possible. Benjamin Grelier, vous confirmez? C'est une vaste question. C'est assez... En fait, le process de levée est assez compliqué quand même. Enfin, comme le disait Patrick, c'est un process qui est surtout assez long. Ça dépend des secteurs, mais c'est comme un sprint, mais sous forme de marathon. C'est-à-dire qu'il faut tenir dans la durée. C'est pour ça que nous, on a fait le choix d'être accompagnés par Avolta. Ils nous ont permis de nous dégager du temps, de clarifier aussi ce qu'on souhaitait à travers cette série A.
et de nous aider vraiment à nous concentrer sur les objectifs. Et je pense qu'aussi un des éléments importants qu'apporte une banque d'affaires, c'est le réseau. Ils sont très très bien introduits. Et ça ouvre un sacré nombre de portes, surtout quand on n'est pas forcément tous des serial entrepreneurs. Donc là, vous avez levé 10 millions d'euros pour votre produit. Donc votre produit, on va en parler un petit peu. Ça s'appelle Pozos, un outil d'aide à la décision thérapeutique. Absolument. Donc c'est un produit qui est à destination des médecins, pharmaciens et l'ensemble des professionnels de santé. On a créé le produit il y a à peu près 4 ans. J'ai juste dit ça parce que c'est quand même hyper stratégique. Oui, c'est dans le milieu médical. C'est une sacrée mission qu'on s'est fixée avec mon associé, Emmanuel, qui est pharmacien. Et on a comme ambition vraiment d'aider les médecins à prendre des décisions plus éclairées avec l'état de l'art, de la connaissance et surtout en s'adaptant au contexte de chaque patient. Ce qui est aujourd'hui une vraie gageure. Vous partez de quelle base de données pour les aider à prendre les bonnes décisions thérapeutiques? Oui, alors nous on agrège à peu près 220 sources de données différentes que les médecins ont l'habitude de consulter. Et tout l'intérêt et le côté un peu waouh du produit, c'est de réussir à tout concentrer dans un seul et même endroit et d'aider le médecin à prendre sa décision sans avoir à parcourir souvent beaucoup de sources. Et on multiplie ça par le nombre de spécialités qu'il y a en médecine et on se retrouve avec une logique... C'est un Vidal plus dans une application? C'est différent. On est vraiment... Ouais. Moi, je dis toujours, très sincèrement, et c'est comme ça que j'ai beaucoup vendu Pozos, mais j'y crois vraiment. C'est pour moi, le Vidal, c'est la carte Michelin et Pozos, c'est Waze. Ouais. Voilà. Et là, vous avez tout compris avec cette métaphore. Et donc, il y a un enjeu de trouver rapidement la bonne thérapie, le bon médicament, le bon soin pour son patient, trouver rapidement et puis pas se tromper non plus sur les prescriptions. Vous travaillez aussi sur ces erreurs médicales, ces erreurs de prescription. En fait, on va aider le médecin à diminuer ce qu'on appelle le risque iatrogénique, diminuer les erreurs médicales. Il faut savoir que, par exemple, rien qu'à l'échelle de l'Europe, des études montrent que c'est environ 200 à 250 000 morts par an. Je sais, on m'avait parlé de... C'est l'équivalent de la ville d'Amiens. Mon associé vient de la ville d'Amiens. C'est monstrueux. Ouais. Et c'est certainement sous-évalué. Donc, les médecins... C'est du fait d'interactions entre des médicaments Exactement. qui sont incompatibles. Des incompatibilités Des de médicaments. Ou bien aussi un patient qui se voit son traitement adapté. Sa pathologie change. Du coup, peut-être que ce médicament était plus au bon dosage, etc. Donc, c'est un effort constant. Et prendre le contexte du patient, c'est super important dans la prise en charge thérapeutique. Et comment ça peut être à ce point personnalisé? Un patient est décrit par un ensemble de caractéristiques, son âge, son poids, son genre, et puis ses pathologies, ses maladies chroniques. Et tout ça, ce sont des informations qui font partie des bases de données, qui font partie de la connaissance scientifique, et sur lesquelles le médecin va s'appuyer pour établir... Donc il n'y a pas de données personnelles qui entrent dans cette application? Non, pas besoin. Pas besoin. On est en plein dans les medtech. Oui. Est-ce que, Patrick Robin, il vous semble que ce secteur des medtech, de l'e-santé aussi, est en particulier un bon secteur pour investir? Bien sûr, dans les projections, en tout cas des prochains trimestres, il y a forcément, dans un contexte un peu difficile, il y a forcément des verticales, des secteurs qui vont mieux s'en sortir que d'autres. Évidemment, en tête, on met l'e-santé, donc tout ce qui est medtech. On met bien sûr tout ce qui est green tech aussi. Oui. On met tout ce qui est deep tech, cybersécurité, etc. Mobilité. Enfin voilà, il y a quand même des verticales qui vont mieux s'en sortir. Et d'une façon générale, mais ça c'est pas très surprenant, tout ce qui est B2B versus B2C. Et alors, vous nous avez donné des chiffres en avant-première sur la situation aujourd'hui quant au financement. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Alors, ce que je viens de vous expliquer, effectivement, que certains secteurs, eux, vont très bien s'en sortir. Vont mieux s'en sortir, oui. 2, que les investisseurs vont devenir plus exigeants. Une des raisons qui fait que, effectivement, les investissements ont baissé aussi, c'est qu'il y a 2 fois sur ce trimestre-là, sur le Q3, 2 fois moins d'investisseurs actifs que dans les trimestres précédents. Alors, pourquoi ils sont moins actifs et pourquoi il y en a 2 fois moins, ce qui est quand même très important, c'est à la fois que certains sont un peu attentistes. Personne ne sait au niveau géopolitique, macroéconomique ou sectoriel comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc certains sont attentistes. Et puis d'autres n'ont juste plus d'argent. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes en train de lever leurs nouveaux fonds.
Et de ce que j'entends chez les LP, c'est qu'il y a un peu d'embouteillage. Parce qu'il y a eu beaucoup de fonds qui ont levé en 2018-2019, qui ont déployé très très vite, qui ont déployé en 2 ans, là où d'habitude ils auraient dû déployer peut-être en 4 ans. Et donc du coup, ils se retrouvent sur le marché très vite. Et là, il y a une sorte d'embouteillage et chacun attend un peu son tour. Donc ça explique aussi pourquoi il peut y avoir une baisse d'activité de la part des VC. Et puis il y a aussi une baisse de deal flow, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui disent « Oula, c'est pas le moment ». Je vais essayer de me débrouiller autrement et je vais essayer de me financer par mes clients ou réduire mes frais et gagner du temps. Et je reviendrai sur le marché un peu plus tard, comme on l'avait vu au début du Covid, hein, où vraiment il y avait une chute du deal flow très importante. Donc on est dans un moment à peu près équivalent. À peu près équivalent, avec, je dirais, d'autres incertitudes qui planent. Globalement, il va y avoir beaucoup de tours internes, c'est clair. Il va y avoir, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus d'exigences et d'attentes de la part des investisseurs. Il est possible qu'on voit revenir des clauses de pacte d'actionnaires un petit peu plus dures que celles qu'on a connues ces 2-3 dernières années, que ce soit sur des preferred stock participating, là où on pouvait négocier du non-participating ces 2 dernières années, des clauses de ratchet peut-être un peu plus dures, etc. Mais qui est aussi une façon de ne pas dégrader les valorisations et de ne pas downsizer les valorisations. Bon, en tout cas, on peut féliciter notre ami d'avoir levé des fonds dans ces conditions. Vous avez une réaction, une remarque, une question peut-être, Frédéric Montagnon? Moi, j'investis très tôt dans les startups et je vois effectivement les gens s'organiser. Je pense qu'il y a une chose, et puis on verra si ça se confirme ou pas, c'est que quand il y a beaucoup de cash sur le marché, ce qui était le cas il y a encore 6 mois, les entrepreneurs lèvent en avance de phase. Donc, on lève son premier tour alors qu'on n'a pas de produit, on lève son tour suivant alors qu'on n'a pas de client. Enfin, tout ça, ça se décale beaucoup avec des montants qui sont levés qui sont beaucoup plus importants que ceux dont on a véritablement besoin. Donc finalement, il y a du cash qui a été versé en avance. Là, le marché peut-être patiente un peu pour que cette avance en fait reprenne un train normal. Je ne suis pas encore complètement négatif parce que du côté business cette fois-ci, effectivement c'est intéressant sur la partie B2B, il n'y a pas un ralentissement dingue non plus. Je veux dire, aujourd'hui les budgets sont là, donc les entreprises vont trouver leur marché, elles vont trouver leurs clients. Il ne faut pas que ça s'arrête parce que sinon derrière tout se casse la figure. Mais pour l'instant, je me dis que c'est juste c'est conjoncturel. On retrouve peut-être des valos qui sont un peu plus raisonnables, on retrouve des cycles qui sont plus alignés avec les levées de fonds. Merci beaucoup Frédéric Montagnon, merci Patrick Robin, associé cofondateur d'Avolta, membre de France Digital tous les deux, et merci à Benjamin Grelier d'être venu nous parler de Pozos. À suivre notre séquence Où va le web, on va parler des NFT. Où va le web? C'est notre clin d'œil quotidien à ces devenirs possibles d'Internet. Aujourd'hui, c'est Côme Dubois qui va nous expliquer ce qu'est un NFT utilitaire et pourquoi ce serait si stratégique dans le futur. Salut à tous. Certains entrepreneurs sont convaincus que les NFT vont devenir la pierre angulaire du web de demain. C'est le cas de Clément Tequi, le PDG de Capsule Corp Labs et cofondateur de la blockchain Ternoa. Capsule Corp Labs est une plateforme de création et de développement de NFT utilitaires. Contrairement aux NFT classiques qui représentent des objets de collection, les NFT utilitaires ont pour vocation d'aider à la capitalisation ou au financement des projets pour des startups ou des entreprises. Concrètement, ces jetons sont des tickets de participation à des ventes en gros pour lever des capitaux. Ils permettent à leurs détenteurs d'avoir accès aux futurs produits ou services développés par l'entreprise qui a émis ces NFT. Pour le moment, ces jetons utilitaires ne sont pas considérés comme des investissements car de nombreux pays n'ont pas de cadre réglementaire pour eux. Capsule Corp Labs a donc décidé de se positionner sur ce secteur. Elle propose aux startups un modèle business as a service en leur fournissant des moyens humains et technologiques afin de les accompagner dans le développement de leur NFT. Le projet lancé en mars 2022 vient de lever 7,3 millions d'euros. Capsule Corp Labs s'appuie aussi sur la blockchain Ternoa, un protocole open source et décentralisé développé depuis août 2020 par des Français. Dès le départ, cette blockchain a été bâtie dans le but de fournir une infrastructure spécialisée dans la création des NFT. Parmi ses premiers clients, la startup compte le quotidien 20 minutes, qui a lancé au printemps dernier 20 Mint, un magazine consacré à l'univers de la blockchain, financé et copiloté grâce à des NFT. Chaque détenteur d'un NFT peut par exemple siéger au comité éditorial virtuel de 20 Mint. Capsule Corp Labs accompagne aussi le géant de l'édition Editis ou les notaires d'Ille-et-Vilaine dans le développement de leur projet Web3.
Alors, ces NFT utilitaires, c'est l'avenir ou pas, Frédéric Montagnon? C'est l'avenir, c'est surtout leur définition. C'est-à-dire un NFT, c'est une preuve de propriété de quelque chose. Je suis membre d'un club, je possède un objet. Et demain, on pourra financer des entreprises avec des NFT? Oh bah, pourquoi pas, Pourquoi après pas. des bouts d'entreprise. Mais surtout, la notion de NFT, c'est de pouvoir se présenter devant quelqu'un, devant un système numérique évidemment, en disant voilà, je suis propriétaire de quelque chose. Et donc, on peut m'offrir de l'accès, on peut m'offrir un service. C'est ça l'utilité. Eh ben, on verra si Patrick Robin chez Avolta intègre le NFT utilitaire. Affaire à suivre. Merci beaucoup à tous. Je voulais rappeler, donc 28 septembre au Musée des Arts Forains à Paris, dans le 12e, ce sera le France Digital Day. Smartech partenaire, on est content d'avoir France Digital, des membres de France Digital tous les jours en plateau. Merci à tous. Encore Benjamin Grelier de Pozos, Patrick Robin d'Avolta, Frédéric Montagnon d'Ariane. Et merci à vous de nous suivre tous les jours. Demain, c'est Eva Bensadi qui vous présentera Smartech.